Alors bonsoir tout le monde, je ne vais pas prendre trop la parole parce que Bill est beaucoup plus intéressant que moi, c'est Mylène qui insiste pour qu'on ouvre un peu la conférence. Je vous remercie d'être venus nombreux. Voilà, je suis très contente que Bill soit venu rencontrer les Saint-Pierre parce que franchement c'est une approche différente de la mer qui nous ouvre à d'autres visions et moi j'ai vraiment été séduite par le livre de Bill et puis sa présence comment on confirme la sensibilité qu'il y a dans le livre. Donc je vous laisse surtout écouter Bill et puis merci encore. Tu veux dire quelque chose, Mylène ? Non, j'ai rien à ajouter. C'est la 3e conférence qu'on fait dans le cadre de la plateforme de recherche. Et puis moi j'ai été séduite par le projet de Nadine qui était de faire venir Bill dans le cadre du projet Terre-Neuva, l'expo que vous avez dû voir à l'Arche. Et puis, voilà, je laisse Bill parler. En fait, je pense que vous allez passer une bonne soirée. Et puis voilà. Merci en tout cas d'être venu. C'est chouette. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Hein. Ça me touche vraiment. C'est formidable. J'espère qu'on va passer un très bon moment ce soir. Merci surtout à Nadine et Mylène d'avoir organisé ma venue et puis toute l'organisation dans ce bel archipel que je suis en train de découvrir puisque je viens de sortir de la Septaine samedi midi. Donc j'ai la joie de découvrir ça sous un beau soleil, ce qui est vraiment sympa. Donc, ah oui, c'est comme ça. Voilà. Ça. Et ça. Donc la conférence de ce soir s'appelle « Écouter la mer » parce qu'on va partir du son que produisent les créatures marines pour s'intéresser à leur histoire et essayer d'en savoir un petit peu plus, de découvrir des choses intéressantes. On va parler de beaucoup de créatures qui sont présentes dans l'archipel et puis d'autres qui nous feront voyager un petit peu plus. Et ça va être un petit peu interactif sous forme de questions-réponses où on va écouter les sons et essayer d'abord de deviner quel est à chaque fois l'animal marin en question, pour ensuite écouter son histoire. Je vous raconterai des choses sur chacune de ces créatures. Donc n'hésitez pas à répondre, à parler, si vous avez même des idées. On fera une petite séance de questions-réponses à la fin, mais à chaque fois qu'on verra qu'on entendra des sons, vous pouvez aussi les commenter librement. Hein, c'est un moment d'échange avant tout. Donc on commence par une créature qui vit, entre autres, dans l'archipel. On écoute et puis, bon, je pense que beaucoup auront reconnu la première. Donc on nous dit un canard, une baleine. Ouais, une baleine. Et je pense qu'il y en a qui auront deviné même la sorte de baleine éventuellement. Voilà, jubarte, baleine à bosse, les deux réponses sont justes, hein, parce que c'est la même espèce. Et si une troisième personne avait dit mégaptère, elle aurait eu raison aussi. Donc la baleine à bosse, hein, qui n'est pas celle représentée ici, c'est une autre sorte, hein, mais qu'on reconnaît. Elle n'a pas d'aileron sur le dos, la baleine à bosse. La baleine à bosse, qu'on appelle baleine à bosse parce qu'on voit une bosse souvent au moment où elle plonge, et elle a aussi des petites bosses le long de ses nageoires pectorales qui lui servent à atténuer la turbulence en fait de l'eau pour pouvoir nager plus rapidement. C'est une espèce très intéressante et on la prend comme exemple pour partir dans ce voyage à travers la mer parce que c'est une espèce qui est musicienne, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs sortes de sons pour plusieurs raisons, mais aussi des sons purement musicaux dont on ne sait pas vraiment la raison et peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est simplement de la musique. De même que la musique pour les humains n'a pas vraiment de raison. Si une espèce cherchait à étudier la raison pour laquelle on écoute de la musique, il n'y en a pas qu'une, il y en a à la fois une infinité et puis aucune, c'est de l'art. Il faut savoir que les baleines à bosse, elles se transmettent des couplets et des chansons d'une génération à l'autre, un petit peu comme des chanteurs reprennent une chanson, c'est-à-dire en la modifiant légèrement mais pas trop. Et ça fait que les éthologues pensent que cette espèce développe une culture. Ils parlent de culture pour les baleines. Il y a d'autres types de sons que simplement les chansons. Hein. On peut écouter par exemple les sons qu'elles font lorsqu'elles se nourrissent. C'est tout de suite beaucoup moins mélodieux. Et c'est pas le fait qu'elles mangent qui fait qu'elles produisent ce son. Hein. C'est qu'elles se coordonnent entre elles pour pouvoir utiliser des techniques de chasse, enfin de pêche particulières.
sachant qu'il y a aussi une culture au niveau de la pêche chez les baleines, et pas que chez les mégaptères, les baleines à bosse, chez d'autres espèces aussi. Elles se transmettent des techniques de pêche également, de génération en génération, selon les endroits et quand le type de proie évolue. Par exemple, si ça passe du hareng au lançon, ou au caplan, ou à la sardine, elles vont employer des méthodes différentes qui sont ancrées dans le patrimoine local, si j'ose dire, et des baleines d'ailleurs n'auront pas forcément les mêmes techniques puisqu'il n'y a pas les mêmes proies et pas les mêmes conditions. Et elles ont aussi des sons sociaux pour se regrouper, s'appeler à distance et pouvoir rester proches les unes des autres. Donc pour vous donner une idée, la baleine, à votre avis, elles peuvent se faire entendre à quelle distance environ ? Alors, on commence les enchères avec 20 km. 20 km qui dit plus ? 20 km, alors combien plus ? Donc, j'ai 100 à ma gauche, 50 000. Alors, 50 000, c'est un petit peu trop. 50 000, c'est un tout petit peu trop, mais on est dans cet ordre de grandeur presque, hein, c'est 2000, à peu près. Donc, 2000 km, c'est quand même beaucoup. Hein. Si c'était ça, je pourrais faire la conférence ici, et puis à Miquelon, on pourrait l'entendre. Ce qui serait dommage, parce que j'aurais pas de raison d'y aller plus tard pendant mon séjour. Donc, les baleines, en fait, pour ça, elles utilisent le canal sonore profond. C'est une zone de l'océan où l'eau est plus dense et moins dense selon les endroits, et ça coince le son comme une fibre optique coince la lumière. C'est le même principe. Je ne m'étendrai pas dans les détails, mais si vous voulez en discuter après, on pourra discuter de ce genre de choses, mais c'est des lois physiques qui font que le son se propage non plus en ligne droite, mais il ricoche en haut et en bas de cette zone, et ça fait qu'il se propage beaucoup plus rapidement et sans s'atténuer, et donc beaucoup plus loin. Tout ça pour dire que ces baleines, elles ont intérêt à communiquer souvent à très grande distance, parce que l'océan, c'est très grand, et des baleines, il n'y en a plus beaucoup. Et ça nous amène un peu à notre deuxième son, qui lui, alors c'est pas tant pour le deviner, parce que je vous ai un peu vendu la mèche, il s'agit d'une baleine encore, mais c'est plus pour raconter son histoire, parce que celui-là, on ne verra pas l'animal en question, parce que personne ne l'a jamais vu. C'est un individu, un seul au monde qui fait ce son-là, et qui est une baleine, qu'on écoute en fait lors de sa migration chaque année le long des côtes de la Californie. Et c'est une baleine du coup qu'on entend, on sait que c'est une baleine parce qu'elle fait les formes, les signatures sonores, les mélodies en quelque sorte d'une baleine, hein, les modulations du son, etc. Et puis elle le fait pile à la saison où passent les baleines, donc c'est sûr. Mais elle le fait très exactement entre la fréquence sonore dédiée au rorqual commun et celle dédiée à la baleine bleue. Donc sa fréquence est entre les deux, et comme une fréquence qui serait entre deux chaînes de radio, et ben au milieu ça se brouille et on n'entend rien. Donc pour les baleines bleues qui n'entendent que la fréquence des baleines bleues, et les rorquals communs qui n'entendent que la fréquence des rorquals communs, et ben, ni l'un ni l'autre n'est capable d'entendre cette baleine-là. Donc cette baleine-là, elle joue sa musique toute seule, sans qu'aucune ne puisse l'entendre, et on pense qu'elle est donc très très solitaire, et personne ne sait pourquoi elle a ce destin tragique. Hein. Est-ce que c'est qu'elle a une malformation qui l'empêche de produire des sons correctement ? Est-ce que ce serait un hybride entre la baleine bleue et le rorqual commun, ce qui existe, mais qui en général ne fait pas ce son-là, donc un hybride avec une sorte de malformation génétique ? Ou peut-être qu'elle serait sourde, et du coup elle n'aurait jamais pu moduler sa propre voix en entendant les autres. Donc elle chanterait que par instinct. Personne ne sait, mais voilà, c'est l'histoire de la baleine la plus solitaire du monde, et on l'entend depuis 20 ou 30 ans, parce que, ouais, même plus que ça, depuis une quarantaine d'années, hein, parce qu'une baleine, ça vit très longtemps. Hein. Certaines baleines peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Ça dépend des espèces, pas un rorqual commun, mais les baleines franches, on a retrouvé, alors on le sait parce que les harpons qui étaient utilisés pendant la période pré-industrielle et industrielle, il y a des marques qui ont eu des séries limitées sur certaines années qui sont datées. Donc dans certaines baleines, aujourd'hui, on retrouve des harpons de cette époque-là, des pointes qui se sont détachées, et on arrive à savoir qu'elles ont parfois 180, 200, 210 ans. Elle n'a pas un nom, cette baleine ? Alors, elle s'appelle du nom de sa fréquence. Mais je ne sais plus si c'est 44. Non, c'est pas 44, mais c'est un chiffre en fait. C'est un numéro. Elle s'appelle la baleine, je ne sais plus combien de Hertz. Voilà. Enfin, c'est comme ça qu'elle est appelée, ou les gens l'appellent aussi la baleine la plus solitaire du monde.
Mais de toute façon, alors, hélas, elle n'a pas de nom en langue baleine, parce que les baleines se donnent des noms, certaines espèces, mais celle-là, elle n'a probablement pas de nom, vu qu'aucune ne l'entend. Alors, une autre histoire, maintenant, avec un autre son. On est encore dans des zones nordiques, ça pourrait être ici qu'on entend ce son. On peut l'entendre dans l'hémisphère nord, dans tous les océans. Celui-là est difficile à deviner. Ah, alors, c'est rigolo parce que ce matin, on a eu la même réaction de l'orque. Toi, tu nous dis le dauphin, c'est ça? J'ai entendu dauphin. Non? C'est moi qui dis. Ah, d'accord. Non, parce que des fois, les sons sont tellement étranges qu'on finit par avoir comme des hallucinations auditives. Donc, orque, dauphin, alors c'est bien vu les deux, hein, parce que c'est vrai qu'on entend des clics, clics, clics qui ressemblent aux cliquetis des sonars des cétacés à dents, c'est-à-dire les orques, les dauphins, les cachalots, qui se repèrent avec des impulsions sonores, donc qui utilisent le son non seulement pour communiquer, mais aussi pour se repérer dans l'espace. Et il faut savoir que ces cétacés, ils vont utiliser ce sonar aussi pour une troisième raison un peu plus incongrue, qui est de punir leurs enfants. En fait, ils leur donnent des claques avec une impulsion de sonar très très puissante. Donc ça leur permet de les rappeler à l'ordre un peu violemment, on appelle ça un ping, et c'est assez costaud, c'est du son qui est une vibration tellement puissante que ça assomme un peu, ça assourdit et ça assomme, c'est entre engueuler et punir l'enfant. Donc ça l'assourdit et ça l'assomme à la fois. Et de temps en temps, ils utilisent ça aussi pour chasser d'ailleurs, les poissons plats notamment. Mais là, non, c'était ni un dauphin, ni une orque, ni aucun cétacé à dents, ce son-là. Alors je vais vous donner un autre indice qui n'est pas vraiment un indice parce que ça ne rend pas les choses plus faciles, à part pour celles et ceux qui connaissent l'histoire. Donc le voilà, l'indice, c'est que l'histoire de ce son, elle commence pendant la guerre froide, où on l'aurait entendu, en fait c'est les oreilles d'or, c'est-à-dire les officiers mariniers qui sont chargés d'écouter les bruits sous-marins pour essayer de déjouer des sous-marins notamment, hein. Les oreilles d'or de la marine suédoise qui ont entendu ça en pleine guerre froide, à l'époque où ils craignaient vraiment que les Russes soient en train de préparer une invasion. Donc surtout qu'il y avait un sous-marin russe qui s'était échoué dans la région chez eux quelques mois auparavant. Donc quand ils ont entendu ça, ils ont eu très très peur tout de suite. Ils ont ouvert un dossier classé secret défense de ce qu'ils appelaient des sons typiques, qui étaient ces sons, hein, qu'on peut réécouter là. Ils ont envoyé des frégates sur place, des avions, des sous-marins, et ils n'ont rien vu, ou peut-être des bulles, mais pas plus. Donc ils pensaient en plus être en présence d'une technologie russe soviétique absolument supérieure, puisqu'ils ne voyaient rien. Donc le sous-marin était sans doute extrêmement discret, extrêmement furtif. Et ça a amené beaucoup de tensions diplomatiques, parce qu'au bout d'un moment, excédé d'entendre ces sons chaque jour, puis chaque mois, puis chaque année, ils ont commencé à stresser un peu et à mettre la pression sur les soviétiques pour qu'ils arrêtent leurs essais de sous-marins dans leurs eaux. Et ils ont écrit à Helsinki, enfin il y a eu vraiment des tensions, mais véritables, hein. C'est pas juste pour l'anecdote historique, enfin c'était vraiment des vraies tensions qui auraient presque pu conduire à un conflit armé. Et jusqu'à ce que, longtemps après l'effondrement du bloc soviétique, plus d'une dizaine d'années après, ils décident de confier ce dossier non plus à des militaires, mais à des biologistes qui ont identifié immédiatement que ces sons typiques provenaient en fait d'un hareng. Voilà. Donc d'un hareng qui communique, pas n'importe comment, qui communique au moyen de paies, les harengs. Donc ils ont un système digestif qui en fait débouche sur une tuyauterie assez complexe qui leur permet de produire des paies qui sont très sonores, et ça leur sert à se regrouper en fait quand vient le soir, parce que dans la nuit, le jour ils se regroupent de manière visuelle, mais la nuit ils ont besoin de ce petit système auditif pour se regrouper. En plus ça fait des bulles qui leur permettent de voir d'assez loin pour pouvoir se regrouper, pour échapper aux prédateurs, hein, parce que pour ces espèces-là, la survie est dans le nombre, hein, simplement d'être le plus nombreux possible pour que lorsque le prédateur arrive, il y ait moins de chances que ça tombe sur eux. Donc le hareng, il communique au moyen de paix, et c'est un petit peu l'histoire de guerre et paix finalement, qui s'est passé, on pourrait presque dire. Voilà, le sort du hareng sort. Alors on est toujours dans des eaux un petit peu nordiques, et on va écouter une espèce que vous devriez reconnaître.
Alors, c'est pas, là c'est le bruit de fond ça, hein, mais c'est après, voilà, là on l'entend. Alors Pas d'idée? Des gros P. Non, c'est pas des gros pets. Non, non, le parent est le seul. Mais c'est aussi la famille des poissons. Eh bien, c'est une espèce typique d'ici, puisque c'est notre ami la morue, ou cabillaud, selon les appellations. Hein. Donc, qui produit aussi du son. Très sonore. Donc, les gadidés, en général, produisent du son. Hein. Beaucoup de poissons, hein. C'est pas du tout le monde du silence, l'océan. Beaucoup de poissons produisent du son, et donc ils l'entendent aussi. Ils ont une ouïe assez développée. Alors, ils n'ont pas d'oreille. Ils n'ont même pas de système vraiment similaire à notre oreille. Ils captent les sons à la fois par leur corps, en fait, par des organes qui vont vibrer simplement, et par des petites pierres qu'ils ont en fait à l'intérieur du crâne. Alors si vous mangez un poisson et que vous cherchez vraiment bien, vous les trouverez. Selon les espèces, elles font quelques millimètres, voire un demi-millimètre. Parfois c'est vraiment presque un gros grain de sable. Et parfois ça fait une grosse, comme un gros diamant. On pourrait presque en faire des... Il y a des pays, en Tunisie notamment, où pour certaines espèces, ils en font des bijoux. Parce que c'est calcifié, ça s'appelle les otolithes. Et donc ces petites pierres vont vibrer et permettre aux poissons, en mesurant cette vibration, de capter le son. Donc après, ils ont aussi la ligne latérale, hein, qu'on voit très bien d'ailleurs sur le cabillaud. Cette ligne-là, ça par contre, c'est analogue à nos oreilles au niveau du système réceptif. C'est des cellules ciliées, donc avec des petits cils qui vibrent aussi. Et ça, pour le coup, ça mesure la vibration de l'eau. Donc, c'est pas vraiment jusque dans les fréquences sonores de vibration, c'est plutôt des infrasons. Mais ça va mesurer des mouvements d'eau, ce qui permet aux poissons de sentir les vortex ou les tourbillons causés par des congénères ou par des prédateurs ou par simplement la turbulence de l'eau, et qui leur permet aussi de mesurer leur propre vitesse. Simplement, lorsqu'ils nagent, hein, ça leur permet de connaître la vitesse à laquelle ils vont, ou la vitesse du courant quand ils se tiennent face au courant. Et elles sont insérées dans une sorte de dispositif, ces cellules, qui est analogue aux tubes de pitot, qui sont les sondes qu'on utilise dans les avions. Donc en fait, c'est un bijou de technologie, notre cabillaud, et beaucoup d'autres poissons. Alors pour produire du son, les poissons ont plein de méthodes. Celui-là, c'est plutôt avec la vessie natatoire, donc c'est une poche de gaz qui leur permet d'assurer leur flottabilité, et sur laquelle ils peuvent aussi jouer comme du tambourin, mais avec un muscle spécial. Les poissons vont aussi pouvoir grogner, hein, avec des muscles au niveau un peu partout en fait. Il y a plein d'espèces qui font des sons très différents. Donc il y en a, c'est en soufflant de l'eau, il y en a, c'est avec les dents, il y en a, c'est en grognant. Il y a toutes sortes de sons. Ils sont assez bavards. Alors, ouais, bah là c'était pour réentendre la morue. Maintenant, on va toujours rester sur l'archipel. Voilà, c'est l'île aux Marins. J'ai eu la chance d'y aller hier, donc je me suis dit autant prendre une photo pour illustrer le contexte. Et j'ai vu l'animal, enfin un cousin en l'occurrence, mais de l'animal qui produit ce son-là. J'ai pas vu d'extraterrestre dans l'île aux Marins. Tu sais ce que c'est, mais tu te rappelles pas. Là, la brème. Ah, il y a un poisson que vous appelez brème ici. Ah. Près de la cale de l'île, pour ça qu'il Oui, je vois ce que c'est, mais c'est marrant. C'est la tanche tautog. C'est là. La tanche tautog. C'est pareil que la brème. C'est cette espèce-là. D'accord. Ah, ok. Et je savais pas qu'il y en avait ici. Oui. Il paraît que c'est super bon. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas un poisson. C'est pas un poisson. C'est un animal qui divise les gens ici, si j'ai bien compris. Ça commence par un P. Ça commence par un P. C'est une insulte en anglais. Ouais, voilà. Hein, c'est un prédateur. Oui. Donc le phoque.
Et ça, c'était le son qu'ils produisent sous l'eau. Et alors, ils font aussi des petits cliquetis au niveau du sonar pour se repérer par écholocation, c'est-à-dire en faisant du sonar. Mais ça, c'était pas ça qu'on entendait. Là, c'était vraiment de la communication sous l'eau. Ils font aussi des bruits hors de l'eau, mais ça dépend vraiment des espèces. Et les espèces qu'on a ici, notamment le phoque commun ou le phoque du Groenland, ne font pas vraiment de bruit hors de l'eau. Donc, le bruit du phoque hors de l'eau qu'on entend là, qui vient de Bretagne, n'est pas dans le contexte de l'archipel. Mais c'est marrant de l'entendre, parce que ça fait vraiment comme un loup. Et quand ils sont plusieurs dizaines et qu'on entend ça au loin dans le vent, on a vraiment l'impression d'entendre un ululement. Alors, maintenant, un bruit d'un oiseau qui vit un peu sur toutes les mers du monde. Ils doivent remonter ici, je pense, en été, en suivant les tons. Ça me semble à peu près sûr. Même si je ne suis pas 100% sûr, mais quasiment, qu'il y en a. Mais en tout cas, ils ont un proche cousin aussi ici. Alors. Donc, les fous de bassan, c'est pas le fou de bassan, mais c'est un oiseau au destin un petit peu similaire. Alors là, on a un expert. Là, on a un expert. Hein. Non seulement il le dit, mais il le dit en latin. Là. Ah, c'est encore mieux que la tanche tautog, là. Calomectris diomedea. Vous êtes pêcheur de thon ou... Ah non, pas du tout. Ornithologue, alors. Pêcheur d'oiseaux, ouais. Ornithologue. Excellent. Donc, ils viennent ici. Oui, oui. Il y en a peu, mais ils viennent un peu. D'accord. Ils nichent dans le coin, non? Non. D'accord. Donc, mais j'ai la pression, là, parce qu'il ne faut pas que je dise de bêtises. Hein. Vous dites le... Puffin cendré. Voilà, puffin cendré. Alors, il y a plusieurs espèces de puffins. Là, je voulais parler plus des puffins en général. Donc, notre expert me dira que ce n'est pas un puffin cendré sur le dessin, mais un puffin yelkouan, qui s'appelait avant puffin des Anglais et qu'on a renommé parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs espèces différentes de cette bête-là à travers le monde. C'est un oiseau assez passionnant. C'est un peu notre albatros de l'hémisphère nord. Hein. Là, c'est des photos d'albatros sur le côté, mais ça ressemble vraiment. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui va beaucoup voler en tirant des bords et pas en vol battu, mais simplement en planant et en utilisant le vent pour faire du vol à voile. Mais vraiment du vol à voile. À l'extrême, l'albatros, qui est encore plus gros, va quasiment jamais battre des ailes et ne pourra pas voler s'il n'y a pas de vent. Donc s'il n'y a pas de vent, il se retrouve bêtement posé sur l'eau à attendre qu'il y ait du vent. Et quand le vent se lève, il peut mettre plusieurs kilomètres à s'envoler en essayant de prendre de la vitesse. Et une fois qu'il est lancé, il va passer des jours et des jours en l'air tant qu'il y aura du vent. Ce qui fait que dans beaucoup de pays, on appelle l'albatros l'oiseau idiot ou la dinde. Enfin, ça se traduit dans les langues respectives, notamment au Japon. Parce que simplement, la plupart du temps, on le trouve posé comme un gros canard, mais qui ne peut même pas s'envoler. Alors que c'est quand même un oiseau très, très poétique, hein, donc il passe. Alors le puffin aussi, hein, ils passent quasiment toute leur vie en mer, au large, à faire leur vie solitaire, mais ils se regroupent quand il y a de la nourriture, mais c'est par hasard parce qu'il y a de la nourriture. C'est pas des animaux grégaires. Et ils vont seulement une fois dans l'année se retrouver dans le même terrier chaque année pour pondre un œuf avec le même partenaire. Ils sont en couple pour la vie. Et ils se retrouvent qu'une fois dans l'année, le reste du temps, ils sont chacun de son côté dans l'océan du monde entier. Et donc pour le Calonectris diomedea, je montrais la photo tout à l'heure qu'on voyait ici, hein, c'est Carry-le-Rouet près de Marseille. C'est parce qu'au large de ce port, il y a un îlot qui s'appelle Planier, où c'est là que vont nicher la plupart des puffins cendrés en fait. Et c'est des oiseaux qui sont, alors que ce soit le puffin cendré ou les autres espèces, parce qu'il y a plein d'espèces de puffins, c'est des oiseaux qui sont extrêmement sensibles à la destruction de leur habitat, parce que souvent ils vont nicher sur un caillou qui va être plus petit que le colombier ici. Hein. Et si on détruit ce caillou par mégarde sans se rendre compte, ça peut être l'espèce entière qui disparaît. Et c'est arrivé notamment en Australie, en particulier un des cailloux où une des espèces nichait, où ils ont introduit des lapins. Et les lapins ont brouté l'herbe qu'il y avait sur ce caillou. Et en fait, il y avait un arbre dont le fruit était collant.
Et l'herbe empêchait le fruit de coller parce qu'il tombait dans l'herbe, les fruits, et puis il roulait, il se couvrait d'herbe. Et lorsque les lapins ont eu brouté l'herbe, les fruits collants qui jonchaient le sol ont collé les jeunes puffins, et du coup l'espèce a failli disparaître. Il y a un grand nombre d'espèces, souvent assez rares, très difficiles à distinguer les unes des autres. Le puffin cendré est un peu plus gros que les autres, donc on le reconnaît un peu mieux, mais pour les plus petits, ils sont souvent plus difficiles à distinguer. Une espèce assez romantique, donc, qui a aussi des facultés assez intéressantes. Ils ont une bosse au-dessus de leur nez, c'est pour dessaler l'eau de mer. C'est là que se trouvent des glandes qui leur permettent de dessaler l'eau de mer, et dont le fonctionnement est tellement complexe que c'est un argument utilisé par les créationnistes pour essayer de démontrer que ça ne peut pas être l'évolution qui aurait fait un truc aussi compliqué, et que donc c'est forcément Dieu qui a dû le faire, parce qu'il faut une intelligence supérieure. On commence à comprendre à peine comment ça marche et comment ça a pu évoluer. Beaucoup d'oiseaux de mer sont capables de dessaler l'eau de mer, d'ailleurs. Donc le puffin, son bruit on commence à connaître, et puis j'avais illustré ici avec des thons, parce que c'est un oiseau qui suit les thons, pour se nourrir principalement des restes du repas du thon et de leur déjection aussi. Donc souvent ils se trouvent derrière le banc de thon, parce qu'ils vont manger ce qui traîne derrière. Et enfin, selon les espèces, il y en a qui anticipent les thons et d'autres qui se trouvent derrière, tandis que les fous de bassan, eux, vont en général se mettre au-dessus pour piquer sur les proies. Le fou de bassan, je pense qu'il y en a ici, ça, des fous de bassan. Donc, fou de bassan, c'est... Alors, j'imagine que ceux qu'il y a ici nichent aussi dans le coin, ça doit être une population américaine. Hein. C'est un oiseau qui a qui se prend une des pires accélérations qui soit au niveau du choc quand il va tomber dans l'eau. Donc le cerveau est adapté pour ne pas qu'il s'évanouisse, parce que n'importe quel pilote de chasse ou espèce normalement constituée s'évanouirait immédiatement en se prenant le mur d'eau qui se prenne à l'accélération à laquelle il se laisse tomber en chute libre. Et du coup, ils arrivent à descendre comme ça des profondeurs incroyables. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeune du fou de bassan, en fait, il est plus gros que l'adulte. Les adultes le nourrissent jusqu'à ce qu'il soit tellement plus gros que l'adulte qu'ils sont obligés de le pousser du nid dans l'eau. Et ensuite, il va essayer de faire les efforts qu'il va pouvoir pour s'envoler, mais il ne peut pas, il est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, et donc il va mettre quelques semaines à arriver à perdre le gras et à pouvoir être assez léger pour s'envoler. Et en général, à ce moment-là, nos amis, les animaux à moustache dont le nom commence par un P, en profitent pour essayer de les manger parce que c'est un magret gratuit et facile à capturer. Et un oiseau qui s'appelle le fulmar, qu'on a ici, qui est un cousin du puffin, qui est un puffin techniquement d'ailleurs, on appelle ça le pétrel fulmar, mais c'est la même famille que les puffins. Il a aussi recours à la même méthode de pousser son petit dans l'eau. Aux îles Féroé, on les capture à l'épuisette pour les manger. Donc voilà le destin tragique du fulmar. Alors il se défend en crachant une sorte de jet nauséabond, un peu comme font les lamas. Alors on reste sur un animal qui a un nom d'oiseau, qu'on va écouter là. Alors c'est pas un macareux. L'image est de Méditerranée, c'est un poisson qui vit dans beaucoup d'endroits au monde, dans les eaux tempérées, et je ne sais pas s'il y en a ici, mais je pense que certaines personnes vont peut-être pouvoir me dire. Donc, le nom méditerranéen de cet animal, qui est un poisson en fait, on l'appelle la galinette. Comme dans le sketch des Inconnus, que sans doute certains connaissent, de la galinette cendrée. Sauf que dans ce sketch, il considère que la galinette cendrée est un oiseau, et en vérité, la galinette cendrée est un poisson. Donc, c'est ce poisson qu'on appelle aussi le grondin. Alors, est-ce qu'il y en a ici ? Non. Oui ? Peut-être. C'est pas le poisson qu'on va pêcher le plus souvent. C'est souvent un poisson que les pêcheurs rejettent d'ailleurs, parce que commercialement, c'est pas évident à valoriser, à vendre, même si pourtant c'est très bon. Il y en a plusieurs espèces. C'est un poisson vraiment hors du commun parce que déjà, il fait des bruits de poulet, ce qui est quand même assez amusant. Du fait de son bruit et de sa couleur, on l'appelle la galinette, qui est gallus en latin, le coq, c'est un nom de poulet aussi, d'oiseau. Il a des doigts. Alors, techniquement, c'est ses nageoires pectorales, certains rayons qui se sont adaptés
mais pas simplement pour devenir des filaments, mais pour devenir vraiment des doigts, c'est-à-dire des organes qui peuvent bouger indépendamment, avec lesquels il peut palper pour chercher sa nourriture, et sur lesquels il peut marcher aussi, quand il est fatigué de nager et qu'il veut marcher sur le fond. Donc on les voit marcher comme des grosses araignées, c'est assez impressionnant. Et c'est surtout un poisson qui met du temps à se périmer, et qui lorsqu'il se périme ne change pas trop de tête, parce que comme il a une tête très osseuse, et un corps recouvert de plaques un peu osseuses, on ne va pas vraiment le voir quand il n'est pas frais. Du coup, autrefois, quand c'était pas évident de garder du poisson frais longtemps, c'est du Moyen-Âge à l'invention du réfrigérateur, c'est un poisson qui se retrouvait souvent un peu partout à l'intérieur des terres, parce que c'était un poisson qu'on pouvait conserver facilement et vendre même quand il n'est pas complètement frais. Et donc, c'est un poisson que les artistes utilisaient, parce que c'est celui qu'ils trouvaient dans la poissonnerie, ou chez le marchand de l'époque, et qui leur évoquait un peu une sorte de bébé monstre marin, parce qu'il a quand même une allure un peu étrange avec ses doigts, son profil un peu camus, comme ça, les épines. Et donc, il est en fait utilisé dans à travers l'Europe, surtout en France, mais à travers l'Europe, dans plein d'endroits, pour des statues ou des peintures de monstres marins. Alors, notamment, le plus beau, le plus réaliste qu'on trouve, c'est sur le pont Alexandre III à Paris, où c'est vraiment, on voit que l'artiste s'en est inspiré dans les moindres détails, parce qu'il est même allé jusqu'à représenter le petit appendice charnu qu'il y a sur la lèvre supérieure, qui permet même d'identifier l'espèce de grondin. Donc on sait que c'est un grondin lyre dont il s'est inspiré, donc très très précisément. Mais après, dans les fontaines du château de Versailles, au Louvre, etc., vous pouvez en voir, et pas qu'à Paris, dans toute la France, beaucoup de fontaines publiques, beaucoup 17e, 18e et un peu 19e siècle, ont été utilisées en représentant ce poisson-là. Il faut voir qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de choix, c'était soit de la morue d'ici, soit du grondin parce qu'il n'était pas forcément frais, soit du poisson d'eau douce. D'où l'expression d'ailleurs frais comme un gardon, parce que le gardon est un poisson qui ne se garde pas. Et du coup, quand on avait du gardon à disposition, c'était la preuve qu'il était frais. Il était souvent pêché dans la rivière à côté. Donc voilà la petite histoire du grondin, de la galinette cendrée. On reste dans des eaux chaudes, mais il y en a... Cet animal-là, il y en a aussi dans beaucoup de zones. On va l'écouter. Alors, vous voulez le réécouter ? Ah, on nous dit poisson-ci. C'est bien inspiré, on verra pourquoi après, mais c'est pas le poisson-ci, non ? La consonance du son vous évoque une catégorie de bêtes en particulier ? Hein ? Un quoi ? Un cliquement, oui, mais de quoi comme animal ? Crevette, j'ai entendu ? Ah ben voilà, langouste, bien vu. Bien vu. Il s'agit de la langouste. Alors, la langouste, donc elle émet ce son pas très mélodieux. Mais alors c'est pour ça que le coup de la scie était inspirant, parce que on peut produire un son un peu similaire en jouant sur une scie avec un archet de violon. Il y a eu des artistes qui l'ont fait, notamment Raymond DeVos. Je ne sais pas si on peut trouver sur YouTube ce sketch où il fait ça, mais c'est hilarant. Il joue des airs avec une scie et un archet de violon. Il arrive à jouer des trucs très précis, on reconnaît très bien les musiques. En fait, la langouste, c'est le seul animal violoniste avec l'être humain. En tout cas, aux connaissances actuelles de la science. Il y a plein de façons de produire du son. Le son, c'est une vibration de l'air, donc elle est transmise, de l'air ou de l'eau d'un milieu qui se propage comme une onde. Et cette vibration, elle est provoquée par un objet qui vibre, mais des objets qui vibrent, il en existe plein. On peut faire vibrer des objets de plein de façons. Et dans nos instruments de musique, la plupart des façons, c'est soit par un choc qui va ensuite provoquer du coup le déplacement d'une membrane, par exemple pour un tambour, ou la vibration par l'onde de choc sur un objet, par exemple un xylophone, ou alors c'est en pinçant, mais c'est la même idée, c'est un déplacement, et ensuite l'élasticité du matériau va produire la vibration, comme sur une guitare, corde pincée. Et il y a la catégorie des cordes frottées, comme le violon, où là c'est un frottement. Et en fait, ça paraît anodin, mais c'est pas du tout évident comme principe.
Déjà, le frottement, c'est quelque chose que les physiciens ne savent pas expliquer, vraiment. Hein. On sait expliquer la gravité, on a un modèle, c'est la Terre qui attire, etc. On connaît même un peu on a des théories sur les sources vraiment profondes de la gravité, on sait expliquer les chocs, les ondes de choc, etc. Mais le frottement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien expliquer, mais empiriquement, on voit comment ça se passe. Quand on a à pousser un objet qui est posé sur un support, hein, l'objet il frotte sur le support. Et donc au début, si on applique une toute petite force sur l'objet, ben, l'objet il ne se déplace pas. Et puis si on commence à pousser de plus en plus fort, au début il ne se déplace pas, et puis d'un coup il se déplace. Et en fait, à partir du moment où il se déplace, c'est d'un coup beaucoup plus facile. Tous les gens qui ont dû déménager en poussant des caisses un peu lourdes le savent. Dès qu'on l'a mise en mouvement, c'est plus facile. Et donc si à ce moment-là on se repose un peu, elle va s'arrêter à nouveau, la caisse ou la table ou autre. Et si on se remet à pousser, et du coup si on applique une force un peu constante, ça va avancer puis s'arrêter, puis avancer puis s'arrêter, puis avancer puis s'arrêter. Hein. Quand on tire sa chaise sur le sol, on le voit très bien. Ça dépend aussi du poids de l'objet. La force à laquelle, voilà, bonne expérience, tu as vu, on a tous entendu. Et justement, c'est bien qu'on ait entendu parce que c'est la preuve que ça c'est propice à produire un son. Parce que ça s'arrête et ça reprend tellement rapidement que ça produit une vibration. Et cette vibration va produire une onde sonore. Et c'est le principe du coup de la corde et de l'archet de violon. L'archet de violon va frotter sur la corde et ça va produire cette onde sonore. Pour la langouste, elle fait ça aussi. Donc elle frotte une partie de son antenne sur une partie de sa carapace et ça produit cette onde sonore comme ça. Ça n'est pas la même chose que par exemple la cigale qui elle va faire vraiment de la stridulation. Donc la stridulation c'est quoi ? C'est le principe d'un peigne qui va gratter sur une baguette ou un objet. Donc c'est pas du tout deux surfaces qui par leur contact et leur frottement vont générer une vibration. C'est beaucoup plus simple. La cigale, c'est moins de technologie que la langouste. En tout cas, pour ce qui est de produire du son. Parce que après, la cigale, certaines cigales peuvent avoir le réflexe de saut le plus rapide du règne animal, qui est tellement rapide que le signal nerveux est trop lent pour pouvoir actionner les deux pattes à la fois. Elle ne pourrait pas sauter correctement si elle devait avoir le nerf qui prévient les deux pattes de la cigale à la fois. Du coup, il n'y a qu'une patte qui est prévenue, entre guillemets, qu'il faut sauter, et l'autre est reliée par une sorte d'engrenage pour que immédiatement ça se déclenche. Enfin, c'était la parenthèse sur la cigale, mais donc la langouste, c'est le seul violoniste parmi les animaux, qu'ils soient marins ou terrestres. Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle fait ça ? Mais oui, oui, parce que c'est vrai qu'elle joue du violon, mais pourquoi ? Non, mais j'aurais dû... Effectivement, on ne joue pas du violon comme ça pour le plaisir. Enfin, si, certaines personnes le font, mais c'est pas pour le plaisir des voisins à ce moment-là. C'est pareil pour la langouste, en fait, c'est pour défendre son territoire. Donc, elle fait ce bruit-là pour, en général, quand elle est attaquée, ce qui permet de prévenir les congénères et de souvent repousser le prédateur aussi, parce que ça peut le surprendre. Après, il y a d'autres raisons, peut-être de communication, éventuellement, selon les espèces, etc. Et les mâles et les femelles ne font pas le même bruit. Je ne sais pas s'il y a une raison aussi liée à la reproduction. Ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, les mâles et les femelles ne font pas le même bruit. Donc, maintenant, un petit panorama sonore, parce que ce qu'on pourrait entendre dans beaucoup d'endroits dans le monde, en fait, dans des océans, juste pour... Oups. Ah oui, c'est comme ça. Voilà, pour voir que l'océan n'est pas du tout le monde du silence. Alors, on va commencer par une bête que les habitants de l'archipel ici apprécient beaucoup, surtout en pâté, que j'aime beaucoup aussi, c'est délicieux. Donc les oursins, ça... En fait, leur bruit, c'est quand ils mâchent le fond, ils grattent avec leurs dents. C'est un animal qui a des dents assez sophistiquées et qui va gratter les roches pour brouter des petites algues, et du coup ça crépite comme ça,
Ça, c'est un crépitement que dès que vous mettez la tête sous l'eau, en fait, vous entendez, mais pas toujours en sachant qu'il s'agit des oursins. Mais les oursins font beaucoup de bruit. Et puis, si au bruit des oursins, dans une zone où il y a beaucoup de poissons, s'ajoutent les bruits de diverses espèces sonores, comme les cyénidés, les ophistidés, les caranguidés, peut-être un ou deux poissons-chats marins, etc. Et bien, là, on se retrouve avec une véritable chorale, une véritable cacophonie, à laquelle la forêt amazonienne n'a rien à envier, et qu'on peut réellement entendre sous la mer. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, les maigres là-haut, il y a des pêcheurs dans le golfe de Gascogne qui arrivent à les pêcher simplement au bruit, en écoutant sur le fond du bateau pour essayer de repérer le bruit de ces poissons. Mais côté américain, dans le golfe du Mexique, il y a des zones, bon, on va peut-être... ils ne font que faire encore plus de bruit. Là. Donc... Voilà. Bon. Donc côté américain, dans le golfe du Mexique, il y a des zones où ils font tellement de bruit que ça rend sourd les cétacés des environs. Ça dépasse les 120 décibels lorsque les maigres locaux vont se reproduire. Et c'est encore pire apparemment en Floride, où il y a même eu des gens qui ont été forcés de déménager à cause de bruit causé par les poissons. Et où il y a certains villages où les prix de l'immobilier sont sensiblement plus bas à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas construire près de l'eau, on entend les vibrations des poissons trop fortement. Ce bruit-là, certains scientifiques l'appellent le récif corallien avec CH pour la chorale. C'est un bruit qui est vraiment causé par la biodiversité marine et qui a un rôle notamment pour les larves, pour leur permettre de retrouver leur récif. Parce que beaucoup de poissons pondent des œufs en pleine eau et leurs larves sont dites pélagiques, c'est-à-dire que les larves sont en suspension dans l'eau au large et sans repère. Elles ne sont pas accrochées à un nid ou à un petit rocher qui est leur territoire. Non, elles sont abandonnées en pleine eau. Et donc à un moment, ces larves vont devoir retrouver un habitat, un récif où se fixer et trouver des congénères, se nourrir, etc. au fur et à mesure qu'elles grandissent. Et donc au milieu de l'océan, elles arrivent à entendre le bruit du récif corallien et à remonter au bruit à l'oreille jusqu'à la source du son où se trouve le récif. C'est une véritable prouesse parce que pour un petit poisson de quelques millimètres à peine, retrouver un récif à l'oreille, c'est pas évident, surtout que le poisson ne peut pas vraiment nager contre le courant. Il peut juste orienter un petit peu sa course. Et donc, ils utilisent des algorithmes mathématiques, informatiques, qu'on n'a pas encore complètement élucidés, mais qui seraient basés sur des principes d'entropie, des principes vraiment assez complexes, et dont on pourrait s'inspirer pour que ce soit des drones, des robots sous-marins, des choses comme ça, parce que c'est vraiment des principes très très sophistiqués. Les larves des oursins font ça aussi, mais elles ne se basent pas sur le bruit, elles se basent sur la turbulence de l'eau. Donc c'est encore un autre principe, mais pareil, elles ont une façon de revenir une fois qu'elles sont au large pour retrouver une côte, parce que c'est ça qu'elles recherchent une côte. Pour ça, elles se fondent sur les restes des turbulences causées par les brisants sur la côte, les vagues. Et ça, au niveau des courants d'eau, elles repèrent de la turbulence et elles arrivent à remonter comme ça pour ensuite trouver un endroit où se fixer. Alors là, un dernier son qui va être, on va essayer de deviner à nouveau. Alors, bruit de moteur, très bien. On a aussi un expert, c'est bien. Il fallait nous dire le nom latin. Est-ce que c'est un Yamaha ou un Mercury? Donc, déjà, c'était 4 temps ou 2 temps? Bien. C'était un bruit de moteur de bateau, effectivement. Et c'est juste pour, à la fois, bon, la blague, bien sûr, mais aussi parce que ça a une importance. On fait beaucoup de bruit sous l'eau sans s'en rendre compte, nous. Et ce bruit, il fait partie maintenant du paysage sonore sous-marin. Alors un petit moteur de 2 temps, c'est pas forcément
le plus gros problème, mais quand c'est un immense tanker avec un immense moteur, il faut imaginer que ça fait à peu près le même bruit qu'un avion au décollage, sauf que sous l'eau, ce bruit il s'entend à des centaines de kilomètres. Donc ça fait vraiment du bruit susceptible de perturber la vie marine. On n'a pas encore assez de données sur l'impact exact de tout ce bruit qu'on génère. On sait certaines choses précises, par exemple les essais militaires qui font des bruits très très intenses. Ça peut assourdir des cétacés, souvent temporairement, mais hélas, il suffit de quelques jours à être sourd. Un cétacé qui est sourd, il ne se repère pas non plus puisqu'il n'a plus son sonar. Et ça cause des échouages massifs dans certaines régions du monde. Donc c'est un vrai problème. Après, c'est sûr que ce n'est pas le problème écologique sur lequel il est le plus facile d'agir, surtout qu'on n'a pas encore assez de données. Mais c'est intéressant de savoir aussi qu'on a un impact à ce niveau-là, mais qu'on peut aussi éventuellement utiliser ça pour communiquer, attirer des poissons, pour la pêche par exemple, mais aussi communiquer avec certains animaux marins, et que le bruit aussi qu'on entend des animaux marins peut nous donner des informations. Par exemple, les coquilles Saint-Jacques, elles éternuent pour se débarrasser des grains de sable coincés dans leurs coquilles, elles éternuent régulièrement. Et lorsque des prédateurs sont là, elles vont faire attention et éternuer un petit peu moins pour ne pas se faire repérer. Et ça, en mettant des micros acoustiques dans certaines zones, ça permet d'évaluer le stock de coquilles Saint-Jacques et surtout aussi le stock de prédateurs. En l'occurrence, principalement des poulpes. Mais donc dans la baie de Saint-Brieuc, on évalue les stocks de coquilles Saint-Jacques et beaucoup d'infos sur le milieu aquatique et la santé du milieu, comme ça, en écoutant. Donc c'est une science qui commence à peine à faire ses premiers pas, mais c'est très prometteur. Alors, pour finir, je voulais raconter quelques mots sur quelques espèces de l'archipel, puisqu'on est ici. Et j'ai été très très agréablement surpris tout à l'heure. J'ai fait une intervention dans un collège et quasiment tous les élèves savaient les noms des poissons d'eau douce de l'archipel et étaient même capables de les reconnaître sur les photos. Et alors bon, moi j'étais bluffé parce que je fais ce genre d'intervention dans des collèges, des lycées, parfois même avec des universitaires et avec bien sûr des adultes ou tout public, dans des aquariums, etc., en métropole. Et en général, je montre les poissons d'eau douce principaux de la région ou même les poissons de mer les plus connus. Et généralement, les gens, s'il y en a un ou deux dans la salle qui sait reconnaître un ou deux poissons, c'est déjà très très bien. Si après on a quelques plongeurs ou pêcheurs, ils savent un petit peu plus. Mais les poissons d'eau douce de leur région, en général, les gens ne les connaissent pas du tout. Et là, quasiment tout le monde savait. Donc j'étais émerveillé. Donc on a... vous allez me dire non, je ne vous fais pas le piège. Donc bon, on a l'anguille. On a ce qu'ici on appelle l'étrongle, qui est aussi appelé l'épinoche. On a les perlans et les ombles de fontaine, qu'on appelle aussi ici des truites, mais par abus de langage, parce que techniquement c'est classifié comme un omble. En métropole, on les appelle des saumons de fontaine, donc c'est aussi un abus de langage, parce que techniquement c'est des ombles, mais c'est la même famille, truite, saumon et omble, c'est une distinction plus de vocabulaire que véritablement scientifique. C'est des espèces qui partagent une particularité, à part d'être les espèces d'eau douce de Saint-Pierre et Miquelon. Quelle est la particularité que ces espèces d'eau douce partagent ? Voilà, ils vivent à la fois en eau douce et en eau salée. Et c'est quand même particulier parce que en général, dans les autres endroits du globe, on a beaucoup des espèces qui vivent qu'en eau douce. Bon, bien sûr aussi des espèces qui vivent qu'en eau salée, mais en eau douce, on a plein d'espèces qui ne vivent qu'en eau douce et qui ne pourront jamais aller en eau salée. On les y mettrait, elles mourraient instantanément. Enfin, instantanément, au bout de quelques instants. Pourquoi les poissons d'eau douce ne peuvent pas vivre en eau salée et réciproquement, les poissons d'eau salée, la plupart ne peuvent pas vivre en eau douce ? C'est une question de concentration en sel. Le corps du poisson est en général un milieu salin, mais faiblement salin, comme le corps de la plupart des êtres vivants
puisqu'on vient tous de cellules qui sont nées dans la mer et qui, du coup, avaient une certaine concentration saline physiologique. Et donc, notre corps a aussi une concentration saline physiologique. Et lorsqu'un milieu, notamment une cellule, se trouve dans un milieu liquide, l'eau va chercher à traverser la membrane pour aller du côté où il y a la plus forte concentration en sel. C'est simplement dû à, entre guillemets, la volonté de la concentration en sel de s'équilibrer, parce que la dissolution se fait par l'équilibre des concentrations. Quand on jette une poignée de sel dans un verre d'eau, le sel va se dissoudre dans tout le verre d'eau, il ne va pas rester à un endroit. Les ions du sel vont se dissoudre pour être équitablement répartis. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'osmose. C'est cette tendance qu'a l'eau à essayer d'équilibrer les concentrations en sel. Du coup, pour un poisson d'eau douce qui est faiblement salé, si on le mettait dans l'eau de mer, eh bien, l'eau de mer étant beaucoup plus salée que l'eau faiblement salée à l'intérieur du poisson, l'eau sortirait du poisson pour aller dans l'eau de mer où elle est plus salée, et le poisson se déshydraterait exactement de la même façon que lorsqu'on sale la morue, on en déshydrate la viande, parce que l'eau part dans le sel. Vous en avez probablement fait l'expérience si un jour vous avez tenté de faire de la viande ou du poisson salé. Ça marche aussi avec du sucre, c'est une question simplement de concentration saline au sens large, au sens des sels, mais qui peuvent être à la fois du chlorure de sodium, du vrai sel, ou toutes sortes d'ions susceptibles de se dissoudre dans l'eau. Mais voilà. A l'inverse, si on prend un poisson de mer et qu'on le met dans l'eau douce, l'eau autour de lui va être beaucoup moins salée, donc elle va chercher à rentrer dans le poisson de mer. Donc un poisson de mer qui serait dans l'eau douce va en fait gonfler en quelque sorte, ses cellules risquent d'exploser. Donc lorsqu'ils sont dans leur milieu respectif, ils ont une adaptation, chacun des poissons de mer ou d'eau douce, où le poisson de mer, comme l'eau, quand il est dans l'eau de mer, l'eau étant plus salée, il risque de perdre de l'eau, donc pour ne pas se déshydrater, il boit en fait en permanence, il capte de l'eau, et comme il n'a que de l'eau de mer à boire, il va excréter le sel par les branchies, par les reins. Le poisson d'eau douce, à l'inverse, qui lui est dans l'eau douce, donc dans un milieu moins salé que lui, eh bien, il va en permanence expulser de l'eau, donc uriner en permanence, éjecter de l'eau. Mais si on les met dans un milieu où c'est l'inverse, eh ben, ils vont l'un se déshydrater et l'autre avoir beaucoup trop d'eau. Du coup, que se passe-t-il pour nos poissons migrateurs là, qui peuvent passer de l'eau douce à la mer ou de la mer à l'eau douce? Certains, comme les trongles, sont plutôt résistants. Ils vont s'adapter un petit peu, mais ils sont a priori résistants à l'eau saumâtre et à la salinité en général. Ils sont plutôt... Ah oui, petite parenthèse, les requins, ils ont une technique, eux, ils ont adapté leur corps à être à la même salinité que l'eau. Donc c'est amusant. Ils sont ce qu'on appelle isotoniques. Et comment ils font ça? En fait, entre guillemets, ils urinent dans leur propre sang. Ce qui met de l'urée dans le sang, qui est aussi une forme de sel, de minéral dissous dans leur sang, ce qui fait que le sang est à la même concentration saline que l'eau de mer. Mais ce n'est pas du sel, c'est de l'urée. Et c'est pour ça que la viande de requin sent l'ammoniac est souvent assez mauvaise en odeur et en goût, parce que justement, c'est très, très salin, mais c'est de l'urée. Bref, donc certains poissons vont plutôt être résistants et d'autres vont se transformer à un moment de leur cycle de vie où ils vont être amenés à passer de l'eau douce à la mer ou de la mer à l'eau douce. Donc c'est des poissons migrateurs. Pourquoi, du coup, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et pas forcément ailleurs, on n'a que des poissons d'eau douce qui vivent aussi en eau de mer et on n'a pas de poissons purement d'eau douce, en tout cas pas encore? Eh bien, c'est que ici, on est très tôt dans l'histoire des poissons d'eau douce. On est en quelque sorte, par rapport à d'autres endroits du globe, en retard dans l'histoire des poissons d'eau douce, parce qu'on est dans une zone quand même assez proche du cercle polaire, et donc où les glaciers se sont retirés il y a assez peu de temps. Lorsque les glaciers se retirent, les premiers poissons qui arrivent pour coloniser les eaux douces nouvellement formées par le retrait des glaciers, eh bien, ce sont des poissons qui viennent de la mer, parce qu'ils ne peuvent pas venir d'ailleurs. Donc, au départ, lorsque la glaciation, en vrai, certains poissons peuvent être amenés aussi par les oiseaux d'eau,
mais ça vient du coup de régions où il y a déjà des poissons d'eau douce. Mais donc, après, à la fin de la glaciation, les poissons remontent de la mer et certaines espèces vont donc se reproduire en eau douce. Typiquement des poissons comme l'omble de fontaine, hein, qu'on appelle aussi truite de mer, parce que certaines variétés peuvent se nourrir en mer et se reproduire en eau douce. C'est comme ça que beaucoup de zones dans le monde ont été fertilisées, hein, par les saumons notamment, qui en remontant se reproduire en eau douce, beaucoup mouraient, étaient transportés par les ours un peu plus loin sur les rochers, et ça a commencé à créer la terre, qui est la terre notamment sur la côte ouest du Canada. Le saumon a joué un rôle très important pour créer en fait l'humus et commencer à créer une terre fertile sur les endroits laissés par les glaciers. Donc le premier poisson qui colonise, c'est ces poissons-là qu'on dit anadromes, qui se nourrissent en mer et puis qui se reproduisent en eau douce. Il y a aussi les poissons qui font le chemin inverse qui vont arriver, à savoir ceux qui naissent en mer, qui se reproduisent en mer et qui remontent se nourrir en eau douce. Par exemple, les anguilles. Alors ça, c'est un poisson vraiment fascinant. Les anguilles, toutes les anguilles qu'on a ici, de même que toutes les anguilles qu'on a en France, dans la Seine à Paris ou dans le Rhône à Lyon ou dans les étangs près de Marseille ou où vous voudrez en France ou en Espagne ou en Norvège ou au Québec, eh bien toutes ces anguilles-là sont nées au même endroit en fait, dans la mer des Sargasses, qui se trouve vers les Caraïbes. Donc c'est pas tout près. En fait, les anguilles se reproduisaient là, on pense, depuis des millions d'années, et depuis l'époque où, avant que les continents n'aient dérivé, l'Europe et l'Amérique étaient très proches. Et donc ici, on n'était pas très loin de la Bretagne, et pas très loin non plus des Caraïbes, qui étaient au milieu, au niveau de la mer des Sargasses. Et peu à peu, les continents se sont éloignés, et l'anguille, au lieu de s'adapter à se reproduire ailleurs, s'est adaptée à se reproduire toujours au même endroit, mais à faire un long voyage. Donc, d'ici, ça fait quand même assez loin, les Caraïbes, je ne sais pas combien de kilomètres. De la France, ça fait 6000 kilomètres. Je pense qu'ici, ça doit être un petit peu moins, mais ça doit quand même être au moins 2000. Hein. Et non, probablement plutôt même 3-4 000. Hein. Donc, ce qui est fou, c'est que les larves d'anguilles font ce trajet depuis la mer des Sargasses jusqu'ici, et ensuite les adultes font le retour. Sauf que les adultes font le retour sans se nourrir. Et vont faire les 4000 ou 6000 ou plus selon la région kilomètres, sans se nourrir. Personne ne sait comment elles ont assez d'énergie pour faire ça. C'est un véritable mystère parce que physiologiquement, au niveau des calories, ça ne tient pas. Et pourtant, elles n'ont plus d'estomac, donc elles ne peuvent plus se nourrir. Le vieillissement de l'anguille, au moment où elle va se reproduire, fait qu'elle remplace toutes ses parties digestives par des parties de reproduction. Hein. Avant, l'anguille est immature, en fait, et en quelque sorte une larve, jusqu'au jour où elle se décide à retourner dans la mer des Sargasses se reproduire. Donc avant ça, elle est immature, elle n'a pas d'organe de reproduction. Ce qui fait que pendant 200 ans, on a cherché le sexe des anguilles sans jamais le trouver. Sigmund Freud a fait son stage d'ailleurs de fin d'études là-dessus. Alors je ne sais pas si ça l'a ensuite inspiré pour la suite, mais il a fait son stage de fin d'études à disséquer des centaines d'anguilles pour essayer de trouver le sexe, et il n'a jamais trouvé ni des œufs, ni des testicules, ni des ovaires, ni quoi que ce soit, parce que simplement ces anguilles étaient immatures. Ensuite, c'est un héritier de la famille Carlsberg, donc la bière, hein, la grosse entreprise qui a plein de marques de bière, qui, au début du XXe siècle, a financé des expéditions dans le but de trouver. Et ce qu'ils ont fait, c'est d'abord essayer de trouver où se reproduisaient les anguilles. Donc avec des chaluts, ils ont cherché les larves d'anguilles les plus petites possibles. Et ils ont vu que les plus petites des plus petites, c'était vers la mer des Sargasses. Et à partir de là, ils ont essayé de trouver des adultes. Et là, ils se sont aperçus que les adultes, en fait, c'était au moment où ils partaient vers la mer seulement que leur système digestif se détruisait et se remplaçait par un système de reproduction, mais pas avant. Tout ça pour dire que l'anguille, avant de faire son dernier voyage, parce que cette transformation, elle est irréversible, l'anguille, elle n'est plus bonne qu'à se reproduire et pas à se nourrir, donc une fois qu'elle s'est reproduite, elle meurt, hein, elles disparaissent toutes. On ne sait pas, on les a jamais vues se reproduire, c'est à des milliers de mètres de profondeur et personne ne sait comment elles font. Mais elles se reproduisent, elles meurent. Avant de faire ce dernier voyage, elle est techniquement, toute sa vie, tout le reste de sa vie, pendant 10 à 15 ans, une larve en fait. Et elle est tellement une larve qu'a priori, elle est presque immortelle, en tout cas elle ne vieillit pas.
Et donc, à la fin du 19e siècle, on a mis par inadvertance des anguilles dans un puits. Et il y en a eu deux. L'une d'entre elles, elle est morte récemment, mais par accident, parce qu'ils l'ont fait cuire sans faire exprès, en fermant mal le puits. L'eau était trop chaude. Et l'autre, eh bien, elle y est encore. Et toutes les anguilles qu'on a pu enfermer dans des bonnes conditions, dans des aquariums, sans forcément le faire exprès, ont une longévité incroyable, parce que simplement, comme elles voient qu'il n'y a aucune issue pour aller dans la mer des Sargasses, eh bien, elles patientent. Elles patientent indéfiniment à l'état de larve. Et ça peut vivre comme ça au moins 150 ans, et probablement plus, l'avenir nous le dira. Ça ne va pas se reproduire ailleurs? Non, ça ne peut pas. Alors, il faut des conditions très très particulières de pression, de température et d'hormones des autres anguilles, parce qu'elles vont toutes au même endroit pour faire ça. Donc il faut des conditions très particulières qu'on ne sait pas ou très très mal reproduire. Les Japonais, qui sont très très friands d'anguilles, ont essayé maintes fois. Maintenant, on commence à peine à y arriver sous haute pression dans des cadres très particuliers, mais des cadres qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Il y a sans doute une faille océanique ou un volcan ou quelque chose, on ne sait pas. C'est d'ailleurs un drame, parce que du coup, l'anguille, on ne sait pas l'élever. Donc, pour nourrir les Japonais qui sont très friands d'anguilles fumées, on exporte des larves, en fait, ce qu'on appelle des civelles, qui sont les larves d'anguilles. Et l'espèce court à sa perte, surtout côté européen, parce que là-bas, ils n'ont pas eu le courage de réglementer ça correctement, comme le font les Canadiens, par exemple. Côté européen, où il y a beaucoup de braconnage, et c'est le premier trafic animal au monde. Les larves d'anguilles, ça se vend plusieurs milliers d'euros le kilo. Et au niveau du business que c'est un marché noir plus important que le pangolin, l'ivoire d'éléphant, les tigres, etc. C'est le premier trafic animal au monde. Mais comme ça a une tête bizarre et c'est pas aussi photogénique qu'un tigre, personne n'en parle en général. Mais donc l'anguille... Oui. Qu'est-ce qui leur permet de rester jeunes comme ça? C'est des larves en fait. Elles se développent pas a priori, donc je pense que c'est des cellules souches, mais je voudrais pas dire une bêtise, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un petit peu comme l'axolote là. Je ne sais pas si tu connais. C'est une sorte de salamandre qui reste une larve toute sa vie aussi, pour des raisons que, en fait, son développement a fait qu'elle préfère rester dans l'eau au cours de l'évolution. Donc, elle peut devenir adulte si on lui donne des hormones pour devenir adulte. Elle peut devenir adulte et ça devient une salamandre. Mais a priori, si on la laisse normalement, elle reste un tétard. Et elle devient capable de se reproduire sous forme de tétard, mais elle reste un tétard. Enfin, un tétard avec une queue et des pattes, mais vous voyez les tétards un peu développés, mais encore avec des branchies. Et cette bête-là, du coup, elle est encore pleine de cellules souches qui ne se sont pas encore différenciées, qui ne sont pas encore autant capables de vieillir que les cellules d'un adulte. Et typiquement, elle est capable de se régénérer. Donc, si on coupe des organes ou une patte de l'axolote, ça repousse. Des choses comme ça. La recherche sur le cancer et tout c'est très utilisé. Les axolotes, les anguilles, je pense pas. Ça pourrait, mais j'imagine qu'on a dû s'apercevoir que c'était mieux chez d'autres espèces comme l'axolote. Mais oui, c'est très très prometteur, ce genre de choses pour les recherches. Et l'anguille est aussi en mécanique, parce qu'encore une fois, sa façon d'onduler est sans doute merveilleuse, parce qu'elle arrive à faire 6000 km sans manger. Et on l'a testé dans des tapis roulants pour poissons avec un courant, où on mettait une anguille face au courant pendant 6000 km, et elle les faisait sans problème. En combien de temps En quand même quelques années. Ça dépend, ça met à peu près 8-10 mois environ. Ça dépend d'où si c'est 6000 km comme depuis l'Europe, c'est à peu près un an et demi ou 6 mois selon l'individu, le courant qu'elle arrive à prendre, etc. Donc tout ça pour dire que ces poissons-là sont tous des poissons qui s'adaptent à la vie en mer et en eau douce, parce qu'on est dans ce moment un peu de l'histoire des rivières, où les rivières sont jeunes et où les poissons ne se sont pas encore différenciés pour s'adapter complètement à uniquement l'eau douce. On en est encore au stade où les rivières sont en train d'être colonisées ici par les poissons. Si on monte encore plus au nord, par exemple au Svalbard, et bien là-haut, il n'y a que quelques étrongles qui commencent à remonter dans les rivières, parce que les glaces commencent à peine à se retirer à cause du réchauffement climatique, et donc les poissons d'eau douce n'ont pas encore du tout colonisé. Et peu à peu, il est probable qu'on voit arriver des ombles qui se perdent. Il y en a là-bas, il commence à y avoir des ombles.
Il y en a déjà dans certaines rivières, mais dans les rivières les plus reculées, il va commencer sans doute à y en avoir. Et peut-être si elles ne disparaissent pas avant, des anguilles, des éperlans. Et c'est comme ça que ça se colonise. Et après, les espèces se différencient. Et donc, notre ami l'omble des fontaines, lui, il est en train, typiquement, de se différencier. Parce qu'on a certaines souches ici qui sont complètement d'eau douce, qui ne migrent jamais en mer parce qu'elles ont été recluses dans des étangs à un moment donné où elles ne pouvaient plus migrer. Et donc, elles font tout leur cycle dans l'eau douce. Et d'autres qui vont pouvoir migrer. Et beaucoup d'ombles qui sont d'une souche qui peuvent faire les deux. Et ça, c'est un mécanisme assez étonnant qui fait que quand un omble naît, il peut devenir une truite de mer ou une truite d'eau douce. Et les mécanismes exacts qui vont faire, alors qu'il a le potentiel d'être l'un ou l'autre, qu'un individu va devenir l'un ou devenir l'autre, ça c'est quelque chose qui est encore mystérieux. Mais c'est assez étonnant qu'il ait ce choix entre deux destins complètement différents. Et c'est vrai pour la plupart des truites du monde, en fait, qui peuvent devenir des truites de mer ou des truites d'eau douce. Et ça préserve souvent les populations de truites, parce que si jamais la rivière est en proie à une catastrophe, comme une sécheresse ou une pollution, à un moment donné de son histoire, il restera toujours un certain contingent de truites dans la mer, qui, l'année d'après, ou l'année encore d'après, ou 3 ans après, selon les espèces, va remonter, se reproduire, et donner à nouveau naissance à des truites de rivière et des truites de mer, ce qui sauve l'espèce. Donc c'est des mécanismes intéressants de colonisation, et c'est quelque chose d'assez rare qu'on a ici dans cet archipel, de pouvoir voir les rivières se faire coloniser comme ça par les poissons. Alors c'était la conclusion un peu locale. Je voulais remercier très chaleureusement Nadine et Mylène qui ont pu organiser ma venue ici et cette expérience formidable. Je suis super heureux d'être ici, c'est un endroit vraiment magique et hors du temps. Et vous remerciez tous d'être venus si nombreux ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment et on peut échanger s'il y a encore des questions. Et après, j'ai écrit un livre sur le monde marin où je raconte certaines histoires. Alors il y en a quelques-unes que je vous ai déjà racontées, mais beaucoup que je ne vous ai pas racontées. Et donc, si vous êtes intéressé, on a quelques exemplaires en vente aussi que je serais ravi de vous dédicacer. Et il existe aussi, alors si vous voulez, il existe aussi des exemplaires en édition poche que vous pouvez commander à la librairie. C'est le même livre, hein, mais moins cher et plus petit. Voilà, j'espère que ça vous a plu et un grand merci. Oui, alors est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai une sur oui. les langoustes. Je me suis demandé quand tu parlais on ne savait pas trop, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas concentré un peu de recherche ou parce que est-ce que c'est la recherche qui ne va pas davantage chercher à savoir ou Pour l'origine des frottements? Oui, mais tu disais que le mâle et la femelle c'était différent. Ça, c'est peut-être juste moi qui ne sais pas. Il est possible, oui, que des gens sachent. Après, tout n'est pas connu sur les langoustes, j'imagine. Mais non, ça, c'est probablement moi qui ne sais pas. Hein. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé. Mais non, par contre, pour l'origine du phénomène de frottement, hein, c'est-à-dire pourquoi vraiment profondément ça ne frotte pas de la même manière quand on avance, c'est moins fort quand on avance que quand on n'avance pas au niveau de la force de frottement qui nous résiste, ça personne ne sait pourquoi. C'est un des grands mystères de la science. Comme on sait le modéliser, qu'on sait exactement calculer la force et tout pour créer des machines ou autres, il n'y a pas un grand besoin de savoir pourquoi, à part par curiosité scientifique. Du coup, c'est très peu financé ce genre de recherche. Et donc, il y a très peu de gens qui essayent de savoir pourquoi, mais on ne sait pas. Donc, la prochaine fois que vous pousserez une caisse bien lourde, vous pourrez vous dire que on ne sait pas pourquoi. Personne ne viendra vous aider. Moi, j'avais une question aussi. Comment tu as été, si tu peux nous expliquer comment tu as été amené à t'intéresser au son depuis tes recherches comment tes recherches t'ont amené à t'intéresser au son sous-marin? Mes recherches ne sont pas vraiment sur le son sous-marin en fait. Je m'y intéresse parce que je m'intéresse à
beaucoup de choses dans le monde marin, c'est passionnant. Mais mes recherches, c'est sur les bancs de poissons et vraiment le mouvement. Comment ils économisent de l'énergie quand ils nagent à plusieurs. Est-ce qu'il y a un chef dans les mouvements de bancs de poissons? Est-ce qu'ils vont changer d'allure de nage aussi dans leur mouvement, un peu comme un cheval qui fait du pas, puis si on veut qu'il aille plus vite, va faire du trot ou du galop. Les poissons ont aussi des mécanismes un peu comme ça, qui sont aussi reliés à leur type de muscles. Quand vous voyez un filet de poisson, par exemple de cabillaud, il y a du marron et du blanc. C'est deux types de muscles, un pour aller vite et un pour aller lentement. C'est ces choses-là que j'étudie, donc c'est pas tout à fait relié. Mais je trouve que les sons, j'ai été beaucoup et je suis toujours guide à l'aquarium de Paris, l'aquarium tropical, et donc ça m'a permis de tester un peu les histoires qui peuvent intéresser le public, de tout type de public, parce qu'on a des gens qui viennent de partout. Et je trouve que le son, c'est vraiment communiquer, c'est écouter les histoires. Quand on est enfant, on met un coquillage à son oreille, on écoute et ça fait le bruit de la mer. Et je pense que c'est ça c'est une porte d'entrée, mais c'est une bonne porte d'entrée qui nous transmet une façon d'entendre les créatures aquatiques qui est différente et qui après permet de parler de beaucoup de choses. Voilà. Dans ton livre, tu parles de la lumière qui est utilisée par les sardines, les bancs de sardines. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, cette façon aussi d'aveugler les prédateurs, si je me souviens. Oui. Et j'ai lu plus tard que, et c'est là où c'est intéressant la pêche côtière, parce que il y a des pêcheurs qui utilisent des filets qui ont exactement les mêmes propriétés que des sardines. Je ne savais pas ça. Ben oui, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. D'accord. Je me suis dit, c'est l'intérêt des pêches côtières, parce qu'en réalité, les pêcheurs ils développent c'est un peu empirique, ils tirent une expérience directe, alors que lorsque l'on tombe dans les chalutiers usines, on perd ce lien privilégié avec la mer. Mais c'est la même... en fait, je pense que c'est un petit peu le même mécanisme d'évolution. La pêche côtière, c'est des dizaines, voire des centaines, ou même des milliers d'années de tradition, et donc d'essais, et donc d'évolution au sens naturel, de sélection naturelle des méthodes, des techniques. Ce qui fait qu'un petit peu comme un prédateur, en fait, dans la pêche, mais dans la pêche en général, on est un prédateur. Et donc on développe un instinct et des techniques qui nous sont dictées par la sélection naturelle. Et donc souvent des astuces super brillantes, très à la fois ou sur un plan scientifique, ou dans la connaissance, la compréhension du milieu marin, etc. De la même manière qu'un prédateur va développer des techniques. Voilà, mais sur la pêche, il y a des choses passionnantes au niveau de l'utilisation de différentes techniques de pêche. Au niveau du son aussi, par exemple, il y a un objet en Roumanie qui est utilisé depuis des centaines d'années pour attirer les silures. C'est des gros poissons-chats et ça utilise des fréquences sonores et des vibrations que ça arrive à créer qui vont réveiller le silure. Et c'est assez incroyable que depuis des siècles, ils aient arrivé à trouver un bruit qui réveille un poisson, quoi, parce que c'est pas en criant au bord de l'eau qu'on les réveille. Le homard, est-ce qu'il chante? Alors le homard, je connais pas bien. C'est vrai que j'aurais dû réviser, parce que c'est vrai que c'est une institution ici, le homard. En plus. Vous n'allez pas vouloir m'en donner à manger après, si je ne sais pas vous dire. Mais je ne sais pas si ça produit du bruit, à vrai dire. Je sais que ça communique beaucoup en urinant. C'est par des signaux chimiques, mais qui va produire en urinant, et ça se joue au niveau à la base de ses antennes. C'est par là qu'il urine. Ça a un corps un peu différemment conçu d'une autre, mais ça utilise beaucoup de la communication chimique. Au niveau du bruit, je ne sais plus, j'ai su, mais je ne me souviens plus du tout. Mais voilà, ça utilise beaucoup ces antennes. Après, c'est un animal intéressant aussi. Il change de carapace régulièrement. Je ne sais pas si ici ils se mettent en colocation avec des congres. Je ne sais pas s'il y a des congres ici. Parce que en côté Bretagne, le homard vit avec un congre et profite des restes du repas du congre, qui est un poisson prédateur qui se nourrit d'autres poissons, principalement de poulpes, etc. Et le homard va gratter des restes et manger ce qu'il va pouvoir. Et le congre laisse le homard dans son trou parce qu'il sait que lorsque le homard va se mettre à muer et perdre sa carapace, il va être mou. Et à ce moment-là, le congre pourra manger le homard.
Donc c'est une colocation, mais avec un loyer assez cher. C'est assez intéressé, voilà. Mais sinon... Mais c'est systématique ou... c'est pas systématique qu'ils vivent ensemble déjà, Non, oui. et c'est pas non plus systématique qu'ils se fassent manger, parce que de temps en temps le homard va ailleurs, c'est pas forcément vraiment un habitat. Il y a une crevette qui vit avec un poisson aussi, avec un goby, où la crevette lui creuse son terrier et le goby l'avertit des prédateurs, mais c'est dans les mers plus au sud, où là c'est systématique, c'est une vraie symbiose, ils en ont besoin. Là c'est plus du mutualisme entre le homard et le congre, et voilà. Mais non, le homard, je ne sais pas s'il fait du bruit, par contre il a inspiré un grand poète qui s'appelle Gérard de Nerval, c'est un poète romantique de l'époque de Victor Hugo, qui était fou à la fin de sa vie, et donc il a pris un homard comme animal de compagnie en fait. Et il le promenait dans Paris au bout d'une laisse. Alors je ne sais pas combien de temps il tenait, parce qu'il lui faut quand même de l'eau de mer au bout d'un moment, même si ça peut tenir quelques jours, voire probablement quelques semaines si on l'entretient. Et il disait aux gens qui lui demandaient mais vous êtes fous, c'est un homard et tout. Et il leur disait mais j'aime bien les homards, ils sont calmes, ils connaissent tous les secrets de la mer et surtout ils n'aboient pas. Tu pourras dire ça à tout bout. J'avais une question Ouais. sur le chant des baleines au début. Je me demande d'où sort le son en fait. Ah bah oui, très bonne question. En fait j'ai oublié de le dire. Et j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure aux collégiens, et je m'en voulais, et je me suis dit, il ne faut surtout pas que j'oublie. Oui, parce qu'effectivement, d'où sort le son, surtout qu'il n'y a pas de bulle. Hein, alors, on est tous d'accord que la baleine, c'est un mammifère marin, donc ça respire de l'air comme nous, et donc nous, par contre, si on essayait de chanter sous l'eau, on ferait des bulles, et ça serait bizarre, on n'y arriverait pas, parce qu'on ne pourrait pas respirer, enfin, ce serait compliqué. Non, en fait, elles chantent la bouche fermée. Donc, il faut imaginer que c'est leur gorge, en fait. Et que le son vient de leur... c'est une sorte de larynx qu'elles ont. Donc c'est la bouche fermée. Elles font... Non, alors elles font... Quand je fais ça, là, ça ne sort pas par un orifice. C'est une vibration qui ensuite se propage dans l'air. Mais dans un instrument, ça dépend. Effectivement, ça peut être plus ou moins directionné avec la vibration de l'air par un souffle. Mais là, c'est pas un souffle, c'est vraiment... C'est plus comme une sorte de caisse de résonance, comme un tambour un peu. C'est vraiment ça. Elles ferment la bouche et elles font... Mais elles ont un sac dans le ventre aussi. Oui, c'est ça. Oui, bah voilà. Non Si, c'est ça. C'est ça. Il y avait une conférence l'autre jour là-dessus d'ailleurs, que j'ai pas vue en entier, donc je connais pas la fin de l'histoire. Mais c'est ça, c'est Olivier Adam. Ouais. Et en fait, ils ont je vais mal leur raconter parce que c'est un truc dont je me souviens. Mais elles ont un sac dans le ventre qui leur permet de... quand elles se rapprochent du fond de l'eau, comme ça, elles n'ont pas besoin de faire un mouvement de nageoire, c'est le sac qui se gonfle et ça leur permet de remonter, comme si tu avais ton estomac qui se remplissait d'air. Et donc ça leur permet de remonter, et ce sac-là, il est fait pour ça, mais il leur permet aussi de chanter en permanence, parce qu'elles font circuler l'air depuis ce sac jusqu'à leur nez ou jusqu'à leur bouche. Un truc comme ça. Comme un genre de cornemuse. Ouais, voilà, comme une cornemuse. Il n'y a pas une histoire que ça a un lien avec le saut aussi? Si, hein, ça leur permet de sauter très haut, voilà. Parce qu'en fait, il raconte qu'une baleine, ça fait je sais pas combien de tonnes. Ça fait beaucoup de tonnes. Ouais. Et donc, pour quelques sauter dizaines, comme ça et réussir à sortir centaines. la moitié de leur corps de l'eau, c'est pas possible qu'elles le fassent avec leurs muscles. Aucun animal n'est assez fort pour faire ça. Si toi, tu te bats des bras comme ça dans l'eau, tu vas juste sortir un peu au niveau des épaules. Et en fait, c'est le sac qui leur permet ça. Elles le gonflent d'un seul coup et et voilà, elles sautent. Comme un ballon qui sort de l'eau. Voilà, ouais, comme un ballon. Oui, les sauts des animaux marins, c'est assez mystérieux. Oui, mais comment elle remplit le sac Avec de l'air à la surface. Mais tu peux regarder le gars qui explique ça sur YouTube, il s'appelle Olivier Adam. Et il a fait une conférence sur les baleines. C'est un truc qui a été découvert très récemment. Hein. La conférence, elle est sortie quand? Il y a 2 ans, même pas. Ouais, il y a 2-3 ans avant, on savait pas. Avant, personne ne savait, et les sauts des animaux marins, ça a toujours été source de discorde, parce qu'effectivement, quand on calcule la vitesse, ils ne devraient pas sauter aussi haut. Donc on ne comprend pas très bien encore pourquoi. Alors la baleine, maintenant, il y a
cette découverte qui fait qu'on comprend. Les autres, on ne sait pas encore complètement. Un espadon, par exemple, c'est étrange la façon pourquoi il saute aussi haut. On ne sait pas trop. Et avant, vous parliez d'un poisson et d'une crevette qui cohabitent et qui se préviennent, un prévient l'autre quand il y a un prédateur. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui peuvent communiquer avec entre elles. Des congénères? Non, pas forcément entre elles, justement. Des espèces différentes qui oui, voilà, d'accord. communiquer. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pas mal qui sont dans mon livre, donc mais je vais vous en dire quelques-unes qui y sont ou qui n'y sont pas. On a par exemple le poisson nettoyeur, avec lequel les autres poissons vont communiquer pour leur donner signe de se faire nettoyer, notamment, pour éviter une escroquerie par un autre poisson qui risque de leur faire mal, par exemple. Donc pour être sûr que c'est un vrai nettoyeur, ils ont des codes pour communiquer. C'est un exemple. On a des dauphins qui peuvent communiquer avec des humains dans certaines régions pour pêcher. Ils se coordonnent, c'est un savoir-faire qui se perd, il n'y a plus beaucoup d'endroits au monde où ça se fait encore. En Mauritanie, on le fait quasiment plus, alors qu'avant c'était quelque chose de très courant. Sur les côtes françaises en Méditerranée, on le faisait aussi dans l'Antiquité, mais on le fait quasiment plus depuis le Moyen-Âge. Par contre, ça existe encore au Brésil. Donc des gens qui communiquent avec les dauphins, qui ont vraiment des codes qui leur permettent d'encercler le poisson et de le capturer dans des filets. Sinon, oui, après, bien sûr, tout ce qui est mammifères marins, ils communiquent beaucoup entre eux, un peu moins avec d'autres espèces. Ils sont vraiment au sein d'une même espèce. Souvent, ils ne parlent pas tout à fait la même langue, mais c'est arrivé qu'ils adoptent ou qu'ils kidnappent le petit d'une autre espèce. Les dauphins font ça souvent. Et ils kidnappent un petit d'une autre espèce et ils l'élèvent. Et ça fonctionne. Donc, comme quoi, ils peuvent aussi apprendre des langues étrangères, probablement. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi faudrait faire tout un procès pour savoir. Mais non, ça fait partie de leur comportement. Ils ont besoin d'avoir un petit, et souvent une mère dont le petit est mort ou qui n'a pas pu en avoir une certaine année va parfois prendre le petit. Alors est-ce qu'elle le confond avec le sien au départ, ou c'est pas très clair. Mais c'est arrivé plusieurs fois, et elle mène le petit à terme assez souvent. Elles arrivent à le mener comme ça jusqu'à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'une fois qu'il est adulte, il se prend pour un dauphin, et les autres, souvent, ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'elle le kidnappe à sa famille, ou alors c'est un petit qui a pris? Alors, ça peut être aussi des petits qui sont perdus. Ça peut être aussi des petits qui sont perdus. On ne sait pas toujours bien, mais c'est sûr que voilà, ce serait plus joli pour le dauphin, parce qu'on aime les dauphins, on veut qu'ils soient gentils, mais ils ne le sont pas forcément. Mais donc a priori, apparemment, il y aurait des deux. Il y aurait des deux. Les grands dauphins. Enfin, moi, je connais l'histoire pour les grands dauphins, mais c'est possible que ça existe aussi pour d'autres espèces. Ça peut être plusieurs espèces, mais le cas le plus connu, c'est un péponocéphale. Ça s'appelle aussi dauphin d'électre. Ça ressemble un peu à un globicéphale, mais c'est plus petit et c'est plus allongé. Je ne suis pas sûr s'il doit y en avoir ici, mais c'est une espèce assez rare qu'on voit très rarement parce qu'elle vit au large, elle est assez discrète. Je pense qu'il y en a ici, mais rarement. Elle ne peut pas kidnapper un phoque ou une morue. Non, voilà, ils n'ont pas autant d'imagination pour faire ça. C'est dommage, ce serait drôle, des dauphins qui élèvent un poulpe ou un petit chien. Mais effectivement, probablement qu'elle recueille aussi, si un petit est seul, il a une chance de se faire adopter. Il y a beaucoup d'histoires même de naufragés humains qui ont été aidés par des dauphins. On ne sait pas trop pour quelles raisons, mais en tout cas, c'est arrivé. Donc, c'est gentil. Mais est-ce que, c'est peut-être moi qui ai trop d'imagination, mais on n'a jamais trop d'imagination. Qui ont été beaucoup pourchassés, enfin pêchés, ou les thons, il y a quand même là aussi un vrai souci sur l'espèce. Est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent communiquer pour simplement avertir que le prédateur qu'est l'homme... Ils se préviennent du danger. Alors sur les thons, je connais très bien parce qu'on fait du marquage des thons pour étudier leur migration, essayer de les protéger, notamment en Méditerranée. Et on remarque que les thons
depuis quelques années, descendent beaucoup plus vite à l'approche des bateaux. On les pêche au lancer sur les chasses, c'est-à-dire quand ils se nourrissent en surface. Et il faut arriver, lancer dedans pour en attraper un, et après le marquer pour mettre des balises et arriver à suivre les migrations. Et en fait, on remarque, et tous les pêcheurs de thon en bateau comme ça le remarquent, qu'ils réagissent beaucoup plus vite aux moteurs de bateau dans les zones où ils sont très pêchés ou depuis longtemps, tandis que dans les zones où ils sont migrateurs, ils font que passer, ou avec le réchauffement climatique, ça fait que quelques années qu'ils sont là, ils réagissent pas aussi vite. Et en fait, ça, c'est dû au fait que dans un banc de thon, quand un individu part dans une direction précise, ça communique aux autres que c'est par là qu'il faut aller. Parce qu'ils sont tous sur le même modèle, un petit peu, et donc quand il y en a un qui se déplace violemment, c'est qu'il a une info. Soit qu'il faut s'en aller à cause d'un prédateur, soit à cause éventuellement d'une proie ou d'une nourriture qu'il aurait repérée. Et du coup, a priori, ce qui se passerait, c'est que... Alors maintenant, ils vont essayer de marquer des bancs entiers pour essayer de mieux comprendre toutes ces choses-là. Mais ce qui se passerait, a priori, c'est qu'il y a un ou deux poissons dans le banc qui ont déjà été pêchés et relâchés. Et du coup, eux, quand ils entendent le moteur, ils savent. Et donc, ils sondent direct et les autres les suivent. D'ailleurs, c'est une méthode qui est utilisée par les Basques pour la pêche au thon depuis des siècles. Enfin, en tout cas, oui, des siècles, on peut le dire. Et les Basques, dans le golfe de Gascogne, pêchaient et pêchent encore un peu, mais ça disparaît, mais le thon d'abord à la traîne. Ils en capturaient un, ils l'amenaient près du bateau, et du coup, par le mouvement du thon qui sort de son banc pour être attiré par le bateau, tout le banc, la matte, comme ils appellent ça, se retrouvait sous le bateau. Et à ce moment-là, ils lancent des sardines en quantité pour que les thons restent sous le bateau, et ils peuvent en pêcher comme ça jusqu'à être fatigués, ou remplir le bateau. Mais simplement parce qu'un individu, un seul sur parfois plusieurs milliers, part dans une certaine direction. Ça, c'est les mouvements des bancs qui communiquent. Ce n'est pas une communication comme nous, avec des mots, avec des concepts, avec même des sons, mais c'est simplement par le mouvement. Mais c'est une communication. Et c'est une des communications les plus rapides qui soit. Et ça, c'est aussi un truc qu'on n'a pas encore compris, mais le réflexe d'un banc de poissons, quand il se passe quelque chose pour éviter notamment un prédateur, l'information se transmet beaucoup plus rapidement qu'elle devrait. C'est-à-dire, si chacun devait juste voir son voisin, comprendre qu'il se déplace et se déplacer même par un réflexe, parce que les poissons s'échappent par réflexe, ça passe pas par leur cerveau directement, ça passe par une sorte de bulbe qui est située avant, mais même avec ça, ça irait pas si vite a priori. On ne sait même pas comment ils font pour que le poisson qui est informé, parce que si un prédateur arrive, c'est celui qui est le plus près du prédateur qui va le voir d'abord. Les autres, ils ne le voient pas, ils sont dans le banc. Et donc, pour que le poisson qui est informé bouge et que tous les autres bougent en domino comme ça, on ne sait pas comment ça se fait qu'ils aillent aussi vite dans leur communication. Est-ce que ça peut être un son qu'on n'entendrait pas? Les humains n'auraient pas perçu encore. Je pense qu'on l'aurait perçu parce que les gens ont essayé, mais il y a peut-être, effectivement, un biais, alors, ou un son, ou une onde peut-être électrique ou autre, un signal qu'on n'entendrait pas. C'est une hypothèse. Alors dans l'eau, il y a beaucoup de phéromones et effectivement d'odeurs, mais ça irait trop lentement par rapport à ça. À moins qu'ils aient une façon de le dégager ou de le sentir plus rapide qu'on ne connaîtrait pas. Mais effectivement, les poissons utilisent beaucoup des phéromones pour communiquer, c'est-à-dire des molécules chimiques qui communiquent leurs émotions, entre guillemets. Et d'autres poissons vont utiliser ça pour des biais un peu détournés. Par exemple, le brochet, il sait, entre guillemets, par réflexe, que les proies qu'il mange vont émettre des phéromones de détresse pour alerter leurs congénères. Du coup, que fait le brochet? Il fait ses besoins à un endroit très éloigné de l'endroit où il chasse. Comme ça, les phéromones de détresse émises par ses proies dans son estomac sont éliminés plus loin et ne vont pas aller effrayer les autres proies potentielles. Et ça a été testé en laboratoire avec des brochets et des expériences très précises, et on sait qu'ils font ça. A l'inverse, il y a des proies qui, lorsqu'elles sont capturées par un prédateur, vont se mettre à émettre énormément de phéromones de détresse pour essayer d'attirer d'autres proies, et même d'attirer d'autres prédateurs, parce que les phéromones de détresse, ça attire les prédateurs. Ça, c'est un truc qu'on sait et qu'on utilise même en pisciculture ou à la pêche pour nourrir des poissons. Donc les phéromones de détresse de la proie qui est capturée par le prédateur attirent d'autres prédateurs. Les prédateurs se battent pour la proie et elle a des chances de s'échapper. Donc ça, c'est les poissons demoiselles dont on sait qu'ils font ça dans les récifs coralliens, mais
comme beaucoup de choses, on sait que ceux-là le font parce qu'on l'a testé sur ceux-là. Mais il y en a sûrement plein d'autres qui le font. Et on n'entend jamais parler de savoir si les poissons ils ont des émotions, des sentiments. Enfin, je veux dire, nous les humains, on ne s'émeut pas beaucoup de la mort d'un poisson. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors on ne s'émeut pas beaucoup parce qu'effectivement, déjà, ils ne font pas de son, ils n'ont pas vraiment de voix. Au niveau des émotions, alors c'est toujours des sujets très, très délicats parce qu'il ne faut pas non plus être dans l'anthropomorphisme à tout calquer sur nous. Et c'est ce qui est fait par beaucoup de gens, y compris parfois dans une démarche scientifique, d'essayer de comprendre selon notre point de vue. Et ce n'est pas vraiment la même chose. C'est sans doute très différent. Par exemple, sur la capacité des poissons à ressentir de la douleur, personne ne sait vraiment exactement ce qu'il en est. On sait qu'ils ressentent des stimuli négatifs, hein, ils ressentent du stress, ils perçoivent les choses qui leur font du mal. Mais est-ce qu'ils en ont une dimension psychologique comme nous? Ce n'est pas forcément évident. Ce ne serait pas forcément dans leur intérêt de l'avoir de la même façon que nous non plus. Parce que nous, effectivement, si on a une blessure, on a intérêt à avoir très mal pour qu'on puisse se la soigner vite. Mais le poisson qui va se blesser régulièrement en mangeant simplement ses proies, etc., il n'a peut-être pas les mêmes besoins. Donc c'est des choses qui sont très dures à mesurer aussi, hein, évidemment, à tel point que jusque dans les années 80, on opérait les nouveau-nés à vif sans les anesthésier parce qu'on pensait qu'ils ne ressentaient pas la douleur eux non plus. Et ça a sans doute fait du dégât sur leur psychologie et autres. Ils survivaient, hein, mais on pensait qu'ils criaient simplement parce qu'ils crient tout le temps. Et on les opérait apparemment dans beaucoup d'opérations à vif jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils ressentaient la douleur. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas bien. Après, c'est sûr que c'est des animaux et que ça mérite un respect et qu'ils peuvent avoir des vies très complexes et très intéressantes, notamment sociales. Pareil, est-ce qu'on peut parler de sentiments? Est-ce qu'on peut parler d'amour? C'est pas évident, mais il y a certains poissons qui vivent en couple toute leur vie et qui, si on les sépare de leur partenaire, vont dépérir ou être vraiment très mal et avoir un comportement qui en sera altéré. Alors, effectivement, ça fait quand même réfléchir. Est-ce qu'une baleine, dont le petit baleineau vient d'être dévoré par les orques, a un ressenti dans les qui suivent? C'est des animaux qui sont plus proches de nous, donc sans doute que leur ressenti est plus proche du nôtre. Et on a eu cette histoire de l'orque au Canada, à côté Nouvelle-Écosse, là, qui a transporté son petit mort pendant plusieurs semaines, en s'arrêtant de manger, etc., parce qu'elle ne voulait pas croire qu'il était mort, et elle le poussait à la surface comme ça pendant des semaines et des semaines. Et il y a des cas d'orques qui se sont vengés de la mort d'un petit, en pourchassant le bateau qui avait tué le petit jusqu'au port pour le couler. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Donc oui, il y a sans doute en tout cas un attachement plus fort. Est-ce que c'est simplement un instinct de protection de l'espèce? Probablement qu'on en est assez proche, mais ça a des conséquences sur le mental de l'animal. Ça serait plutôt pour les grands cétacés. Voilà, pour les grands cétacés, oui. Pour les grands cétacés, ils protègent leurs petits. Les orques, les dauphins. Je me demandais comment ça se passait, si la plupart des animaux marins ils dorment pas, ou que d'un œil, ou s'il y a des veilleurs. Donc, la plupart n'ont pas de paupières. Je crois même que très peu ont des paupières. Les requins ont des paupières pour se protéger les yeux, mais qui sont opaques, mais quand même, qui ne sont pas complètement opaques, qui sont translucides. Beaucoup d'animaux marins n'ont pas de paupières, et c'est pour ça qu'on peut avoir l'idée qu'ils ne dorment pas, contrairement aux animaux terrestres qui ont souvent des paupières. Mais c'est simplement parce que nous, nos yeux risquent de se dessécher dans l'air, qui sont souvent aqueux, nos yeux, et tandis que eux, ils sont dans l'eau. Hein. Maintenant, ils dorment. Beaucoup dorment. Alors, des généralités, c'est compliqué de faire des généralités là-dessus, parce que entre un phoque, par exemple, qui va être très très proche de nous, qui va même avoir un sommeil paradoxal, c'est-à-dire la phase où il va même être capable de rêver. Les phoques sont capables de rêver, ils ont un sommeil très très profond. C'est très proche de nous, et puis à côté... Une étoile de mer, ça n'a probablement pas même la question du sommeil, parce que ça n'a même pas les structures neurologiques ou une méduse capable d'avoir même besoin de dormir.
Entre les deux, on a les poissons. Alors les poissons, c'est intéressant, ils dorment, hein, mais pas toujours, toujours avec les yeux ouverts et pas toujours en s'arrêtant. Alors, on a certains poissons, comme le poisson perroquet, qui vont se faire tout un nid avec une sorte de bulle de mucus pour dormir bien comme il faut. Et puis on a des poissons comme le thon qui ne peuvent jamais s'arrêter de nager de toute façon, donc qui vont dormir en nageant. Et chez les mammifères marins, il y a le cas du dauphin qui est intéressant aussi, où souvent il est capable de débrancher la moitié de son cerveau pour dormir. Parce que le problème des mammifères marins, c'est que lorsqu'ils dorment, ils doivent respirer, remonter à la surface pour respirer. Alors soit ils dorment complètement hors de l'eau, comme un phoque ou une loutre, mais le phoque est capable aussi de dormir sous l'eau, et à ce moment-là, soit il fait des micro-siestes, des power naps, comme ils disent, hein, où il dort 20 minutes et puis après il remonte, soit il fait la bouteille où il monte et il descend, mais inconsciemment, à ce moment-là, avec seulement une partie de son cerveau. Le dauphin, il fait ça, et puis il nage en rond, et il remonte, voilà. J'ai une question. Tous les animaux marins, en fait, ont une capacité de communication via le bruit, en fait, ou via le son? Pas tous, non. Pas tous. La mer, c'est un... Comme les méduses ou quoi, par exemple? Oui, voilà, comme les méduses, typiquement, n'en ont pas du tout besoin. La mer, c'est largement aussi vaste que la Terre en termes de diversité d'espèces. Il y a plusieurs millions d'espèces, donc il y a de tout. Mais il y en a beaucoup qui font du bruit parce que simplement dans l'eau, le son se propage bien et encore mieux que dans l'air même. Tellement bien, presque trop bien, ce qui fait que comme le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air, nous on arrive à différencier grâce à nos deux oreilles d'où provient le son. Souvent ça se propage trop vite dans les deux oreilles entre guillemets d'un poisson ou d'un animal aquatique s'il en a deux. Ça va souvent se propager trop vite pour qu'il puisse savoir d'où ça vient. Ça arrive au même moment quasiment. Et a priori, on pense qu'il n'y a que les gros cétacés comme les cachalots qui ont la tête assez grande pour pouvoir percevoir la différence de temps d'arrivée d'une onde sonore. Le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau. Est-ce que tous les sons qu'on a entendus, là, ils ont été captés sous l'eau ou en dehors? L'oiseau était capté en dehors de l'eau, mais tous les autres étaient captés sous l'eau. Donc c'est des sons que souvent on n'entendrait pas hors de l'eau, ou alors on entendrait si on était dans la coque d'un bateau où l'eau arrive, mais souvent la surface de l'eau est difficile à traverser par le son, hein. Il y a beaucoup de réflexions, un peu comme par la lumière d'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions, de pertes en fait, de dissipation, mais si on est dans un bateau sous l'eau, le chant des baleines par exemple, on peut l'entendre. En fait, ça, il faut qu'il y ait une coque pour qu'on puisse entendre, pour que ça résonne. Si on met la tête dans l'eau... Non, si on met la tête dans l'eau, on entend aussi. Nos oreilles entendent très bien sous l'eau. C'est juste qu'il y a beaucoup de glouglou, notamment de la surface, parce qu'on est souvent près de la surface quand on met la tête dans l'eau, à part si on plonge vraiment très bien. Il y a beaucoup de bruit qu'on n'arrive pas forcément à identifier, des bulles qui se mettent aussi dans nos oreilles, ce qui fait qu'on entend une soupe de sons qu'on n'arrive pas à bien déterminer. Tandis qu'avec un micro bien placé près du poisson ou une coque de bateau, là, on va entendre vraiment les sons qu'il faut. Aussi, quand on plonge, à part si on plonge avec un recycleur d'air, on émet des bulles, donc on entend le bruit de sa respiration avant tout. Mais sinon, c'est des sons qu'on entendrait si on mettait la tête sous l'eau à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la part de l'inné et de l'acquis chez les poissons? Donc, quelle est la part de la transmission par la communication des comportements qu'ils peuvent avoir par rapport à vraiment l'inné? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, enfin beaucoup. Beaucoup moins que sur des sujets très importants de la science comme le nucléaire, mais il y a pas mal d'études qui ont été faites, et il y a une part de l'un et de l'autre. Je ne suis pas expert là-dedans, donc je ne saurais pas te dire exactement, ça dépend des espèces. Il y a une part de personnalité aussi qui joue. C'est souvent des questions qui sont faites en lien avec la personnalité, c'est-à-dire chaque poisson qui va se comporter différemment des autres à l'échelle de l'individu. Et le poisson qu'on utilise beaucoup pour ces expériences, c'est les étrongles, hein, les épinoches. Voilà. Parce que c'est facile à élever et que c'est un modèle que tous les scientifiques utilisent pour ça. Maintenant, les parts d'inné et d'acquis au niveau de... Alors, au niveau de la communication, souvent, ils n'apprennent pas par de la communication, les poissons, en regardant ou par leur propre expérience. Les pieuvres, en revanche, sont capables de se transmettre des connaissances par vraiment une forme de savoir.
Mais sinon, d'apprendre vraiment de l'autre, par de la théorie, ça, il n'y a sans doute aucune espèce qui le fait comme nous avec des concepts, hein, mais ensuite par des formes de communication, il n'y a pas beaucoup d'espèces probablement qui le font. L'axolote, il mange quoi? Je crois, je ne suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il mange des petites larves de moustiques et des petits vers. En tout cas, on peut en élever. C'est un animal qu'on peut acheter dans certaines animaleries, comme un poisson rouge, et c'est très facile à élever. Et je crois qu'il leur donne des flocons comme pour les poissons rouges. Mais dans la nature, ça mange des petites larves. Ça doit être un animal très très ancien, un peu comme le gecko. J'avouerai que je ne sais pas, mais je pense que oui, ça a l'air assez primitif en tout cas. Oui, ça rappelle un peu nos ancêtres quand ils sont sortis de l'eau, hein, donc probablement. Alors, je ne vais pas couper les questions parce que du coup la discussion est riche, c'est super. Ouais, et ça commence à être bonheur. plutôt l'heure sacrée du dîner pour les Saint-Pierrais. Et je sens que ça s'agite dans les rangs. Et ben du coup, merci beaucoup, Bill. Merci à vous, hein, c'est super et l'échange est très sympa. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions maintenant ou même après sur les réseaux sociaux ou autres. Hein. Merci.